Bonjour à tous, merci d'être présents pour cet atelier sur la prévention et la gestion des situations conflictuelles. Donc, je m'appelle Virginie Vignal, je suis psychologue, je suis spécialisée dans l'accompagnement des sportifs et j'ai travaillé également 10 ans pour Profession Sport et Loisirs 34 sur l'accompagnement professionnel. Donc aujourd'hui, je mêle ma pratique au champ du sport et également dans le milieu du travail. Je suis assistée aujourd'hui de Stéphane Liger du SDJES que vous avez entendu ce matin, donc, qui participera à l'intervention. Qui parmi vous a déjà participé à une formation sur la gestion de conflits? Ok, c'est peu. Si je vous dis conflit, quels sont les mots qui vous viennent en tête spontanément? Désaccord. Imposé. D'autres mots? Embrouille. Colère. Frustration. Émotion. Silence. Oui. Pardon? Cri. Cri. Ok. Bagarre, guerre. Okay. Oui. Accord? Désaccord, accord. Okay. Est-ce que parmi vous, il y aurait des personnes qui pourraient m'expliquer un petit peu la différence entre un désaccord et un conflit? Oui. Le conflit est déclaré, comme la guerre est déclarée, c'est assumé, on est en conflit. Désaccord connu de toutes les parties. Ok. J'avais une autre proposition, je vois pas très bien d'où viennent les paroles, mais... Oui. Ça s'inscrit dans le temps, le conflit s'inscrit dans le temps. Okay. C'est pas réciproque, il y a une partie qui rentre en conflit? C'est ça l'idée ou pas du tout? Oui. Oui, effectivement, le conflit commence toujours par un désaccord. Et ce qui va différencier le désaccord du conflit, c'est qu'on n'est plus dans l'expression de son désaccord par rapport à une situation, mais qu'on rentre en confrontation, dans un rapport de force avec l'autre. C'est forcément, on est dans une idée de je gagne ou tu perds, je gagne, tu perds, ou tu perds, je gagne, qui est un gagnant ou pas, ou une personne qui va se sentir lésée par la discussion. Donc, je vais essayer de faire marcher. Donc, on va essayer de définir rapidement le conflit. Ensuite, je vais vous présenter 5 attitudes qu'on peut naturellement avoir ou rencontrer chez nos interlocuteurs face à un conflit. Et on essaiera de voir ensemble des petits outils qui peuvent permettre de gérer les conflits. Donc, si on prend la définition basique, on va dire, du dictionnaire Le Robert, dans un premier temps, ils vont définir le conflit comme une guerre ou une contestation entre les États, les conflits internationaux, et on parle de conflits armés et de guerre. Donc là, on a malheureusement beaucoup d'exemples dans l'actualité, et quand on parle de ce type de conflit, c'est plutôt clair pour tout le monde. La deuxième définition qui va un peu plus nous parler aujourd'hui, c'est la rencontre d'éléments de sentiments contraires qui s'opposent. Donc on a un antagonisme et il y a une lutte et une opposition.
Et après, on utilise le conflit dans différentes situations, un conflit d'intérêts, entrer en conflit avec quelqu'un, les conflits sociaux. Ça, c'est des choses qu'on a tous entendues dans notre quotidien. Ensuite, donc la situation, le conflit, le terme de conflit désigne une situation relationnelle structurée autour d'un antagonisme et vécue par l'une et ou l'autre des parties comme un rapport de force. Donc il y a une personne qui peut le vivre comme un rapport de force et l'autre non. Des fois, on n'a pas conscience qu'on est dans un rapport de force. Et pourtant, il y a rapport de force. Donc il peut être dû à la présence simultanée de forces opposées, un désaccord, c'est-à-dire sur des valeurs, des opinions. Il peut aussi être dû à une rivalité lorsque des acteurs sont en compétition pour atteindre le même but ou posséder le même objet. Donc ça peut être convoiter une personne, un statut, un territoire, ou gagner ou perdre aussi dans la compétition sportive. Ça peut aussi être dû à une inimitié affective. Là, on n'est plus dans la situation, c'est par rapport à la personne. On a de l'antipathie, de l'hostilité ou de la haine envers une personne. Donc, ce qui est important, c'est que le conflit symbolise la vie sociale dans sa totalité. Il est inhérent à la vie collective. En gros, dès qu'il y a du collectif, on va être confronté à des situations conflictuelles. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais dès qu'il y a du collectif, il peut y avoir du conflit. Donc souvent, j'entends, moi je cherche à éviter le conflit, ou dans ma structure, il n'y a pas de conflit, ou on évite les conflits. On va voir que ce n'est pas toujours la bonne solution pour gérer les conflits. Le conflit, ce n'est pas parce qu'on l'évite qu'il n'existe pas. Donc je vais m'appuyer pour aujourd'hui vous présenter les cinq attitudes qu'on peut avoir face à un conflit. Une modélisation selon Blake et Mouton, qui sont des docteurs en psychologie et des chercheurs, notamment qui ont travaillé aussi dans le management, donc qui ont forcément modélisé autour de ces pratiques-là. Donc j'aimerais qu'on se mette dans une situation, qu'on parte tous dans cette expérimentation. Donc c'est une expérimentation que vous pouvez utiliser avec des groupes d'enfants aussi, ça marche. Avec des groupes d'adultes, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser dans votre pratique. Donc on va dire qu'aujourd'hui, votre structure participe à un concours inter-entreprise de pâtisserie. Et vous devez réaliser un gâteau avec une liste d'ingrédients imposés. On sépare le groupe en deux. Donc, on crée deux groupes et chacun a une liste d'ingrédients. Il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont différents, mais dans cette liste, chacune... Est-ce que ça fonctionne? Donc, on va mettre tous les ingrédients de la recette dans un bac au milieu des deux groupes. Les deux groupes vont venir chercher leurs ingrédients. Et lorsqu'elles vont vouloir prendre le citron, elles vont se rendre compte qu'il n'y a qu'un seul citron et que les deux groupes ont besoin de ce citron pour réaliser leur recette. OK ? Donc là, si on se projette un peu, à votre avis, quelles peuvent être les réactions des deux groupes? Alors, on essaie de... On le partage, on le coupe en deux. On le coupe en deux. On essaye de l'attraper en premier. C'est là où on va reconnaître les sportifs et les sportives, je crois. Donc, on l'attrape en premier, on le coupe en deux. On fait qu'un seul gâteau. On fait un shifumi. Il y a des adeptes du shifumi. Dans l'autre groupe aussi, on va proposer le shifumi. On donne les restes. Pardon, vous disiez? Ok. Et on décide de ne pas en mettre. Oui, tout à fait. Ou alors, Karine, la proposition, c'était...
demander s'il y a besoin du zeste ou du jus. Tout à fait. Donc effectivement, devant cette situation, on voit bien qu'il y a différentes attitudes, différentes réactions du groupe. Donc, je vais vous présenter rapidement la modélisation de Blake et Mouton et après, on va reprendre les exemples avec l'explication. Donc, sur ce schéma, vous voyez que d'un côté, on a le désir de satisfaire les attentes de l'autre. Et dans un second temps, on a le désir de satisfaire ses propres attentes. Donc, dans un conflit, on a 5 possibilités, et dans cette situation aussi peut-être. Donc, la première, c'est la fuite et l'évitement. Donc là, on préfère ne pas traiter le conflit, abandonner, ne pas réaliser le gâteau peut-être, ou ne pas traiter le conflit. Peut-être que dans vos pratiques, il y a des exemples qui vous viennent de comment on a pris la fuite et on n'a pas traité le conflit. J'évite, il n'y a pas de problème, tout va bien. Non, dans ma structure, il n'y a pas de conflit. Ensuite, il y a l'accommodation et la soumission. Donc là, on est plutôt dans une attitude où je vais constamment laisser l'autre un petit peu décider et moi, il a besoin de quelque chose, je le laisse. Je ne prends pas compte de mon propre besoin. J'évite aussi d'une certaine façon le conflit en tout le temps en étant d'accord avec la proposition de l'autre ou en laissant notre propre besoin de côté. Par exemple, on est 2 éducateurs sportifs ou éducatrices sportives à avoir besoin du même matériel pour une animation. Et qu'est-ce qui se passe ? Je dis à mon collègue, ok, prends tout le matériel, aucun problème, la prochaine fois. Voilà. Des fois, je le fais et ça fonctionne. Mais on est dans une situation où il y a une personne finalement qui gagne et une qui perd. C'est qu'il y en a une qui obtient le matériel et l'autre qui n'a pas de matériel. Dans le compromis, on va essayer de négocier. Ok, on a ce matériel. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac de matériel ? Bon, moi aujourd'hui j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça. J'aimerais bien avoir ces cerceaux, ces plots. Mais finalement, je peux m'en passer. Donc, ok, je prends les 2 ballons, toi, tu prends le cerceau et le plot, et moi, je prends les balles. Ok. Aucun à la totalité, mais on a trouvé un compromis qui permet de réaliser l'activité, chacun de notre côté, en nous adaptant. Ensuite, on a le rapport de domination, de compétition. Donc, là, je ne vais même pas discuter, je prends le matériel, j'informe pas mon collègue et je pars sur mon activité. Je ne prends pas en compte le besoin de l'autre, je me sers et je m'en vais. Et la collaboration, c'est que dans ce sac, il y a différentes choses et on va faire un inventaire très précis des éléments qu'il y a. On va partager notre séance avec notre collègue et voir effectivement, moi aujourd'hui j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Donc on essaye de réfléchir ensemble, comment toi tu peux animer ta séance avec ces éléments-là, moi comment je peux animer la mienne avec ceux-là. Je peux aussi dire, en ayant connaissance de ses besoins, de dire moi je vais reporter, je vais inverser 2 séances, celle-là j'avais prévu de la faire la semaine prochaine et puis on la fera cette fois-ci, puis finalement ça m'arrange, voilà. Donc trouver en discussion. Donc là, dans les façons d'agir, peut-être que déjà spontanément chez vous, vous retrouvez globalement une façon que vous avez d'agir face au conflit. Parce que bien entendu que vous allez réagir de façon très différente selon l'environnement, selon le contexte, mais
quand même, face au conflit, vous avez peut-être une façon de réagir qui domine. Donc, est-ce que sans la partager, est-ce que tout d'un coup vous vous dites « Ah oui, moi j'aurais plutôt tendance à faire ça ou tendance à faire autre chose ?» Oui. Ok. Donc dans notre situation du concours de pâtisserie, on va avoir plusieurs possibilités, dont celle que vous m'avez donnée tout à l'heure. Donc le groupe 1 décide finalement de ne pas réaliser le gâteau. Donc là, on est dans quelle attitude finalement? La fuite. La fuite, l'évitement. Pardon? Donc là, on peut dire qu'on est dans une situation perdant-perdant, parce que si on prend l'exemple, on est dans un moment de convivialité, de cohésion d'équipe, de partage. Donc l'idée, c'est que si je décide de ne pas faire le gâteau, déjà, la cohésion, la satisfaction, elle sera proche de 0. Et en plus, pour le goûter d'après, il y aura un gâteau au lieu d'en avoir 2. Donc finalement, tout le groupe, dans sa globalité, est un petit peu perdant. Il y en aura un qui aura fait un super gâteau au citron, mais il n'y aura qu'un gâteau. Donc, dans cette possibilité, le groupe 1 laisse le groupe 2 prendre le citron et réalise un gâteau sans citron. Soumission, oui. Soumission parce que là, on négocie pas, on n'exprime pas notre besoin et finalement, on laisse l'autre partie prendre le citron. Donc là, clairement, c'est l'autre partie qui gagne et moi, je perds parce que finalement, je vais me dire bon, ok, je réalise mon gâteau sans citron, mais la consigne, c'était quand même d'utiliser tous les ingrédients. Donc, je peux quand même ressentir de la frustration, du ressentiment. Et ça va avoir un effet quand même dans ma pratique après, dans mes échanges. Donc ensuite, le groupe 1 se met en colère. Nous ne pouvons pas faire notre gâteau sans ce citron, nous nous l'approprions et nous coupons court à la discussion. Domination. Donc là, clairement, je gagne, tu perds. Moi, j'ai obtenu ce que je voulais et j'ai pas du tout pris en compte l'autre groupe ou l'autre personne. Donc les deux groupes indiquent avoir besoin du citron et ils décident de couper le citron en 2. On est effectivement dans le compromis. Donc là, le compromis, en fait, on peut être soit dans du gagnant-gagnant, soit dans du perdant-perdant finalement. Parce que, ok, il y aura 2 gâteaux, il y aura du citron dans les 2 gâteaux, mais on pouvait encore faire mieux finalement. Il y avait peut-être encore une solution meilleure pour les 2 parties. En réalisant la consigne, tous les 2, et en étant du coup satisfaits d'avoir réussi. Là, on a réussi, on a trouvé un compromis, mais il y a quand même un manque dans la consigne de départ. Pardon ? Il y a un risque. Il y a un risque. Et donc, dans la dernière proposition, donc elle est un peu longue, mais en gros, c'est ce que Karine proposait, c'est qu'en fait, en discutant, les 2 groupes partagent leurs recettes. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un groupe qui a besoin du zeste du citron et l'autre groupe a besoin du jus du citron. Donc là, finalement, c'est super parce qu'on se dit, en fait, on a tous les 2 un besoin différent. Donc là, on est plutôt dans quelle attitude? La collaboration. Et clairement, la collaboration, on est dans du gagnant-gagnant. Parce qu'il y a eu de la communication, les deux équipes, les 2 groupes ont pu exprimer leurs besoins. Et finalement, les 2 ont réussi à répondre à la consigne de départ. Ok ? Est-ce que ces 5 attitudes, ça vous fait écho, ça vous amène des questionnements? Vous avez envie d'avoir des réactions par rapport à ça? Il y a quand même des attitudes qui ne sont pas
Dans la gestion du conflit, effectivement, si on revient au tableau de départ, voilà. Donc on a 5 attitudes. Alors, on ne peut pas dire il y a une attitude qui est meilleure que l'autre, dans toute situation, dans tout contexte, dans tout environnement. Chaque attitude peut être justifiée par le contexte, l'environnement et l'enjeu qu'on a de la relation. Clairement, si je suis dans la rue et qu'il y a une personne on a un échange, on n'est pas d'accord, ça devient agressif, on sent que la personne, elle peut à tout moment être violente, bah là peut-être que la solution, c'est la fuite. Parce que la relation, cette personne, je ne la connais pas, il n'y a pas d'enjeu à soigner cette relation, et pour ma propre protection, ben là, la meilleure réaction, c'est peut-être la fuite. Ou alors, si on est un médiateur aguerri et qu'on a toutes les cartes en main pour engager du dialogue et de la discussion, on peut peut-être essayer encore. Pas sûr. Le compromis aussi, ça peut être la solution satisfaisante. Mais ce n'est pas toujours. Ça, c'est important parce que souvent, on a l'impression que le compromis, on est dans une situation vraiment gagnant-gagnant et tout le monde est satisfait, c'est la meilleure solution. Souvent, quand il y a des échanges autour de ça, on me dit on a trouvé un compromis. Ça paraît très satisfaisant. Et on en oublie souvent la meilleure solution dans certaines situations, qui est la collaboration. La collaboration, clairement, quand on est dans des équipes de travail d'animateurs, d'éducateurs, éducatrices, animatrices, ou avec un groupe d'enfants qui vont être régulièrement en pratique ensemble, soigner la collaboration, proposer d'amener de la collaboration, ça peut vraiment soigner les relations humaines et du coup amener une meilleure gestion de conflits évidemment, mais aussi moins de conflits. Puis la compétition, quand on est sur un terrain de sport, il y a forcément un gagnant et un perdant. Donc là, on ne va pas se dire « Ok, bon, je te laisse gagner, on fait un match nul, on arrête maintenant, il y a égalité, c'est ok. » Non, là, effectivement, c'est des situations où il y a forcément un gagnant ou un perdant. Donc finalement, toute situation peut correspondre à une attitude. Je ne vais pas suivre la diapo, mais on a parlé d'émotions aussi tout à l'heure dans le conflit. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que dans un conflit, la première réaction qui arrive, c'est une émotion. Tout de suite, le conflit, il va générer chez moi et chez l'autre une émotion. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la surprise. Mais en tout cas, il y a l'émotion qui arrive en premier. Et souvent, on exprime quand même de la colère dans les situations de conflit, pas toujours. Il est important aussi de savoir qu'on ne peut pas traiter la situation si on est dans l'émotion. Tout de suite, là, l'émotion, elle est vive, elle est présente. Si j'essaye de résoudre la problématique ou de traiter le problème, il y a de fortes chances que ça n'aboutisse pas. Ce n'est pas pour autant que cette émotion, il ne faut pas l'accueillir. C'est très important de l'accueillir, de se dire « Ok, là, je suis en colère » ou « je suis triste ». Je suis très surprise de cette situation. Ok, donc je l'accueille. Ça, c'est important. Et ensuite, c'est-à-dire que tout de suite, je suis énervée, je ne vais pas répondre à l'autre en lui criant dessus, justement, on parlait de cris, d'exprimer ma colère sur l'autre, là, maintenant, tout de suite. J'essaye de la gérer intérieurement si j'ai des outils pour ça, ou de la reporter un peu, et je peux l'exprimer aussi à un autre endroit. Ensuite, je voulais vous parler
de la méthode DESC. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette méthode? Alors, la méthode DESC, ça fait partie un peu, c'est lié à la communication non violente, et c'est un outil en fait qui permet de communiquer autour d'un conflit. Donc, l'important, c'est de décrire une situation. Donc, présenter la situation avec des faits, sans opinion, généralisation, ni jugement de valeur. Souvent, quand on parle de conflit, les personnes me parlent de l'autre. Il est comme ci, il est comme ça, il a fait ça, il a fait ça. Et en fait, la situation, elle vient après. Donc, ce qui est important, c'est de reposer la situation. Est-ce que quelqu'un a un exemple de conflit dans vos situations ou un conflit inventé? Ok, donc l'accident de voiture, effectivement, ça peut être un élément. Ce qui peut être difficile dans cette pratique, quand on n'a pas l'habitude, c'est vrai que je vous conseille de l'expérimenter dans votre vie personnelle ou avec des collègues avec qui vous avez l'habitude de travailler. Parce que, comme on me disait dans le groupe tout à l'heure, quand il m'arrive quelque chose, quand on m'insulte ou qu'il y a des noms d'oiseaux qui fusent, je ne vais pas décrire les faits, exprimer ce que je ressens, etc. Donc, c'est important, c'est d'abord pour maîtriser cette pratique, c'est important de l'utiliser très très souvent. Donc, l'exemple de Stéphane était bien, et je vais vous donner un exemple professionnel qui n'est pas forcément dans le sport et l'animation. Mais par exemple, donc, un matin, j'arrive au bureau et je demande à ma collègue où se trouve un document dont j'ai besoin pour ma présentation de l'après-midi. Donc ça, c'est le début des faits. Ensuite, ma collègue, elle va me dire je sais pas où est ce document, et oh, mais t'aurais dû le préparer plus tôt. Okay. Donc ça, ce sont les faits. Donc moi, là, ce que je ressens par rapport à cette situation, je suis triste et en colère. En fait, la situation, c'est que je suis anxieuse parce que je ne suis pas prête pour la présentation. Je suis en surcharge de travail. C'est-à-dire que si j'ai pas eu le temps de le préparer avant, c'est parce que j'en peux plus, je cours partout, je suis pas du tout dans un état émotionnel stable, et là je suis très anxieuse. Donc sa réaction, ça me met en colère tout de suite, et presque voilà, ça me rend triste. Parce que là j'avais besoin de soutien. Et ce qui se passe, c'est que là, ma collègue, elle me soutient pas, et ça me met en colère. Donc l'exprimer, c'est dire, voilà, je suis anxieuse, je suis surchargée de travail, là ce que tu me dis, ça me met en colère et j'avais besoin d'aide. Voilà. Ça, j'exprime, moi, ce que je ressens par rapport à la situation. Et ensuite, on va essayer de spécifier une solution. Donc chacun doit pouvoir exprimer et proposer des solutions permettant d'améliorer la situation. C'est-à-dire que là, je vais dire à ma collègue, comment on pourrait faire la prochaine fois pour que cette situation n'arrive pas ? Est-ce qu'on pourrait faire des points réguliers? Ok, elle me dit ok, on va mettre en place des points réguliers pour suivre l'activité. Et ensuite, on conclut en précisant à chacun les bénéfices à respecter les engagements suggérés. C'est-à-dire que si on est d'accord et qu'on met en place ces points plus réguliers, on pourra exprimer nos besoins et mieux répartir la charge de travail. Ok.
Donc là, j'ai décrit la situation, j'ai exprimé ce que je ressentais et mon besoin. Oui. 5 minutes. Le temps passe vite. Donc ça, c'est une méthode qui peut-être aujourd'hui vous paraît un peu utopique ou pas toujours utilisable. Entraînez-vous. Entraînez-vous. Tout à l'heure, on m'a dit oui, mais si je dis ça à quelqu'un qui est toujours négatif, il va toujours trouver le négatif, ça va pas faire écho. Et je leur disais, tous les jours, je vais à la boulangerie et je me rends compte que les vendeurs et les vendeuses, ils n'ont jamais la même attitude. Et je regarde un petit peu ce qui se passe. Il y a des clients qui arrivent et qui leur disent pas bonjour, qui sourient pas et qui sont désagréables. Et là, les vendeurs et les vendeuses, ils sont très désagréables, très froids. Et après, il y a des clients qui arrivent avec le sourire et qui disent bonjour, qui sont dans une communication plus bienveillante avec la personne. Et à ce moment-là, les vendeurs et les vendeuses, ils ont également le sourire et ils ont une attitude sympathique. Donc avant de projeter une réaction de l'autre, essayez. Et vous verrez que l'attitude de l'autre, elle dépend souvent aussi de notre propre attitude. Là, on parle avec des personnes qui n'ont pas de troubles pathologiques, psychiques trop importants et avec qui on peut communiquer. Tout à fait. Mettez même vous, quand vous rentrez dans un endroit et que la personne, elle est pas souriante, elle vous paraît antipathique, le premier réflexe, c'est de faire du mimétisme, effectivement. Oui. Dans les reformulations, la présentation de cette méthode et les reformulations, j'avais envie de dire absolument parce que je crois que des fois ça fait peur, on se dit voilà, je vais parler. Merci. Je vais parler pendant 30 minutes, je vais pas arriver à... Mais en fait, c'est très court, c'est vraiment des petits mots et j'avais juste envie de dire qu'il y a une vidéo qui s'appelle Le chacal et la girafe qui dure 3 minutes. Et qui montre comment, en 3 phrases, je peux passer à 3 autres phrases. Quoi. C'est pas, je ne vais pas rentrer dans un discours labyrinthique. Quoi. Donc je vous invite à le lire, à le regarder, le chacal et la girafe. Merci. Et ce que je voulais aussi rajouter, c'est qu'on va aller sur les éléments de conclusion. Je pense que vous avez tous déjà vu cette image, ou pas d'ailleurs, mais de ce qu'on appelle la dame sans âge. Donc dans l'image, est-ce que tout le monde la voit bien? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Une jeune femme avec une plume? Est-ce que d'autres personnes voient autre chose? Une vieille dame? Alors, un manteau de fourrure. Alors effectivement, dans cette image, il y a 2 perceptions possibles. Il y a certaines personnes d'entre vous qui ont d'abord vu la jeune fille retourner, qui regarde vers l'arrière. Est-ce que tout le monde voit cette jeune fille? Oui? Non? Vous la voyez? Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes encore qui ne la voient pas? Ok. Ouais. Oui. Vous pourrez la re-regarder. Des fois, c'est un peu long, puis après, à tête reposée, on se dit « Ah oui, c'est évident. » Ah oui, alors... Bon, du coup... En tout cas,
En tout cas, on est sur une même image, on est d'accord? Ici, on a une image. Et pourtant, à première vue, il y a des personnes qui voient une jeune femme et d'autres une vieille dame. Et pour le coup, tout le monde a raison. Donc, ce qui est important dans cette image, c'est de se dire qu'une même situation a toujours plusieurs perceptions. Ce que je vois, ce n'est pas forcément la seule réalité ou la seule vérité. Ce n'est pas parce que je le vois que j'ai raison, que c'est absolument la seule option. Si on va un peu plus loin, on se dit, en échangeant, en discutant, en disant à mon collègue, à mon ami, moi je vois une vieille dame. Ah bon? Mais où? Et là on explique, on voit la vieille dame. Et après, pareil pour la jeune femme. Donc là, finalement, d'une image où il y avait une seule vision, on a deux visions. Donc c'est quand même très important d'avoir ça en tête en se disant que dans une situation professionnelle ou n'importe quelle situation d'ailleurs, c'est enrichissant d'échanger les points de vue et les situations dès l'instant qu'on donne la parole à l'autre et qu'on écoute son point de vue. Qu'on ne campe pas dans « non, j'ai raison, c'est une vieille dame ». Point. Non, en fait, il y a aussi une autre possibilité. Et en échangeant, on va être gagnant parce que dans cette situation, on va avoir plusieurs perceptions et ça va nous permettre d'avoir une meilleure analyse de la situation. Okay. Et ça, c'est valable pour toutes les situations parce qu'on a une perception qui est marquée par notre genre, notre éducation, notre culture. Voilà. Souvent, on va aller dans des conflits alors qu'en discutant nos points de vue, on se rend compte que finalement, si je me fais un pas de côté et que je me mets à la place de l'autre, il a aussi raison finalement. Ça s'entend. Mais il faut accepter de discuter, de communiquer et d'échanger. Ça y est, vous l'avez vu, parfait. Donc aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une attitude, elle peut être adaptée à une situation et pas une autre. Donc ça, c'est important aussi d'analyser dans quelle situation je vais plutôt utiliser une attitude qu'une autre. Ça fait partie un peu de l'intelligence émotionnelle, d'arriver à composer avec le groupe ou la personne que j'ai en face de moi. Vous ne sortirez pas de l'amphi, donc vous n'aurez pas trouvé. Donc le conflit est inhérent à la vie collective, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on est un groupe et qu'on travaille ensemble, qu'on vit ensemble, qu'on échange, c'est potentiellement des situations de conflit. Et on ne peut pas complètement éviter le conflit. On peut le gérer, le repérer. Mais l'important, c'est de repérer dès les premiers signes. En fait, le risque, et souvent ce qui se passe, c'est que c'est pas traité. On laisse la situation un petit peu s'envenimer. Et là, il y a une escalade de conflit. On n'est même plus sur des situations, on ne sait même plus pourquoi on est en conflit, mais on ne peut plus supporter la personne. Là, c'est devenu je ne supporte plus cette personne, je ne veux plus lui parler, je ne veux plus la voir. Là, on est allé un peu trop loin déjà dans le conflit, c'est-à-dire qu'on n'a pas traité avant les autres choses qui se sont passées, les petites choses qui étaient peut-être anodines, qui paraissaient anodines. Mais si on les avait exprimées, si on avait exprimé nos besoins, nos émotions à ce moment-là, peut-être qu'on n'en arriverait pas dans l'escalade de violence. Et ce qui me paraît important et ce qui rejoint aussi un petit peu les travaux d'aujourd'hui, c'est que les espaces de discussion et de parole sont indispensables à la coopération. Si on travaille chacun dans notre coin, même dans des équipes de travail, même dans des équipes d'animation ou d'encadrants dans toute situation, on est dans notre pratique, dans notre méthode, on n'a pas le temps d'échanger, je fais. Et finalement, ces temps d'échange où on peut amener de la discussion, avoir différents points de vue, c'est là aussi où on continue à se former et à apprendre des choses. Donc c'est important de remettre de la discussion et de toujours, dès qu'on ressent qu'il y a un conflit, de laisser l'autre aussi s'exprimer sur son point de vue, sur ce qu'il ressent. Et peut-être que finalement, conflit, ça restera un désaccord. On va finir par la petite citation de Marc Aurèle. Donc, si un élément externe vous fait souffrir, votre douleur n'est pas causée par cet élément comme tel, mais par votre propre jugement de cet élément.
et vous avez le pouvoir d'annuler celui-ci à tout moment. Donc ça rejoint un peu la perception. C'est-à-dire que quand on a une situation qui nous met en colère, qui nous rend triste, est-ce que c'est cette situation qui me met en colère finalement ou qui me rend triste, ou c'est l'analyse que j'en fais, l'interprétation que j'en fais, ce qu'elle réactive chez moi? Je terminerai par, dans le conflit, des fois j'entends aussi oh, cette réaction elle est disproportionnée, je ne comprends pas. C'est la situation, ça paraît être une petite situation, et finalement on me dit oh, cette réaction elle est disproportionnée. Mais des fois, la réaction qui est disproportionnée, c'est qu'elle fait, elle fait revivre à la personne un élément traumatique qu'elle a pu vivre et du coup qui se reproduit dans cette situation. Et du coup, effectivement, pour nous, ça paraît une émotion, une réaction disproportionnée. Mais la personne, si elle vit cette réaction et si elle est dans cette situation, c'est peut-être parce que ça réactive chez elle un trauma ou des situations répétées de conflit. C'est disproportionné pour nous, mais c'est réel pour la personne qui le vit. Donc c'est aussi d'être attentif à nos propres réactions, émotions et à celles des autres. Merci Stéphanie. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des réactions par rapport à la présentation ? Est-ce que c'est bon? D'ailleurs, dans cette expérience, il y a aussi une expérience qui a été réalisée où, avant de montrer cette image, on distribue à la moitié de la salle une photo où il y a juste le visage de la jeune femme, et à une autre moitié de la salle, une photo où il y a seulement le visage de la vieille dame. Oui, c'est ça. Et en fait, on diffuse cette photo après. Et en fait, vous pouvez être sûr que quand vous avez eu la photo de la jeune femme dans les mains, vous voyez la jeune femme. Et si vous aviez eu la vieille dame, vous voyez la vieille dame. Donc ça, c'est la perception. Et c'est très important parce que dans toutes les situations, il y a aussi du conditionnement dans ce qu'on peut voir ou analyser. Les habitudes aussi, ça peut être un risque parce que des fois, on a des comportements ou des méthodes et on va me dire « Ah, mais ça fait 10 ans qu'on fait comme ça, on a toujours fait comme ça. » Ok, mais est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est pas parce qu'une méthode, elle est appliquée que forcément elle fonctionne. Il faut toujours se dire, quand j'utilise une méthode, un outil, c'est aussi construire ses propres techniques. Se dire, ok, là, j'ai utilisé cette méthode, par exemple pour la gestion de conflits, est-ce que ça a fonctionné? Bon, non, mais bon, c'est la méthode qui est utilisée. Donc finalement, je continue, puis la prochaine fois, peut-être ça marchera ou ça marchera pas. Et de se dire, bah, peut-être, est-ce que si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a d'autres méthodes? Est-ce que je peux évoluer? Là, je me rends compte que ça ne fonctionne pas, donc je vais essayer autre chose. Comme vous faites de toute façon très régulièrement dans vos pratiques d'animatrice, d'animateur pour ceux qui sont sur le terrain, bah, vous voyez qu'un exercice, ça ne fonctionne pas complètement, bah, vous réadaptez la situation et vous essayez autre chose, en général. Oui. On peut essayer de désamorcer un conflit, mais on est deux dans un conflit. Et il faut que la personne ait la même volonté ou la même capacité à se remettre en question. Et des fois, on n'est pas tout seul. On fait des efforts pour désamorcer, mais ça ne marche pas. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent, effectivement. Et ce qui me paraît important, c'est que où est notre pouvoir d'agir à nous? On ne va pas changer la personne. À nous tout seuls, comme ça, du jour au lendemain. Par contre, peut-être en utilisant la méthode DESC ou d'autres façons en fait, d'exprimer les faits, les émotions, les besoins, et de nous-mêmes communiquer différemment, peut-être ça peut amener aussi l'autre, comme on disait tout à l'heure, un peu l'effet miroir, c'est que peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième, mais au bout d'un moment, il va peut-être se mettre aussi sur le mode de communication.
Parce que, est-ce que parmi vous, dans des situations de conflit, il y a déjà un interlocuteur qui vous a parlé de ses émotions, de ce qu'il ressentait là sur le moment? Est-ce que parler de ses émotions, c'est pas un double tranchant? C'est-à-dire? Si vous avez une personne qui n'est pas forcément bienveillante en face de vous, et que vous parlez de vos émotions et que vous êtes sincère, ça peut revenir. Et là, le conflit va rester. Il n'y aura pas de solution. Oui, mais alors, vous aurez exprimé, vous, vos émotions et votre besoin. Et croyez-moi, déjà ça permet aussi de s'apaiser soi-même. Et la personne, après, ce qu'elle en fait, alors si après c'est une personne avec plutôt perverse, manipulatrice, c'est sûr que là, on va toujours être dans les mêmes schémas. Ça ne va pas fonctionner parce que c'est son but d'avoir de l'emprise sur vous et de vous manipuler. Donc vous pouvez exprimer des émotions. Peut-être ça n'aura aucun effet. Peut-être, on ne sait jamais, ça va le déstabiliser parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais quand même, effectivement, on parle là de situations où on est en communication plutôt avec des personnes qui n'ont pas de pathologie psychique. Voilà. Voilà, pour sa propre protection, effectivement, on n'est pas obligé de... Tout à fait, Karine, merci. On n'est pas obligé de toujours essayer de régler le conflit ou de collaborer. Voilà, on peut couper court. Oui. Oui, voilà, si nous, on est dans ce mode-là et que l'autre personne en face, c'est redondant, elle ne change pas, ben là, on n'a pas de pouvoir d'agir sur cette personne. Mais pour une qui va rester campée sur ses positions, etc., je pense que 9 vont se positionner un peu, parce que déjà, l'idée de trouver des solutions ensemble ou de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, ben quand même, ça permet à l'autre de aussi se positionner dans la réflexion, l'analyse, d'être dans l'action, et puis dans le jugement, dans les généralités. Ça vaut le coup d'essayer. Alors moi, je suis en difficulté avec l'accommodation. Oui. La fuite, j'ai bien compris. Donc, ouais. La fuite, effectivement, dans une situation très conflictuelle, visiblement sans issue, en tout cas au niveau de la personne qui la vit, peut-être une réponse adaptée de manière temporaire pour faire baisser la pression. Enfin, je sais pas, c'est pas une affirmation, c'est une question. Donc voilà, ma question c'est ça. C'est donc effectivement dans une situation conflictuelle très violente dans laquelle la personne qui l'a subie ne voit pas d'issue, effectivement la fuite peut être une solution. Maintenant j'ai du mal avec l'accommodation. C'est-à-dire que l'accommodation, c'est la personne qui se met en position de soumission, qui va finalement prendre sur elle et supporter le poids de la charge quelque part. Est-ce que ça reste une attitude possible ou pas en situation de conflit? Comme on l'a vu, toutes les attitudes sont possibles en situation de conflit. Par contre, si je m'accommode tout le temps, si dans mon équipe de travail, c'est toujours moi qui finalement va laisser mes collègues, tout ce qui, voilà, dès qu'il y a un désaccord ou quelque chose, on va se ranger du côté du collègue, on va dire ok, on va lui laisser le sac de matériel, voilà. Et en fait, si on agit toujours comme ça aussi sur le long terme, ben on voit bien que ça génère vraiment du ressentiment, parce que je m'accommode, mais une fois, 2 fois, 3 fois, ok, mais sur du long terme, ça va générer forcément une insatisfaction chez moi, et voilà, du ressentiment, de la frustration, et ça va abîmer la relation que j'ai. Est-ce que parmi vous, certains ont entendu parler de l'assertivité ? L'assertivité, en fait, c'est de pouvoir exprimer ses positions, ses avis, de façon neutre et avec confiance. Voilà, être en désaccord avec un groupe ou une situation, mais exprimer son point de vue simplement.
oser dire non, en fait, aussi. Dans des situations, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire ah non, j'ai pas dit non, ou j'ai dit oui, mais pourquoi vous avez dit oui? J'ai pas vraiment osé, pourtant j'étais pas d'accord. Et l'assertivité, c'est aussi cette façon de dire les choses, d'exprimer son opinion et de montrer, si on est en désaccord, on peut dire je ne suis pas d'accord. Et il y a beaucoup de personnes qui vont pas l'exprimer. Et ça aussi, ça crée de la frustration, du ressentiment. Sans micro, mais parle assez fort. Moi, je trouve génial la méthode d'EST que vous proposez. Par contre, ramener à la prévention de violence envers des mineurs, par exemple, je me dis, même avec des adultes, c'est-à-dire qu'il y a certains préalables à ça. C'est-à-dire qu'être capable de comprendre ce qui se passe en nous au niveau des émotions, de verbaliser, c'est déjà, alors là on fait appel aux compétences psychosociales dont on parlait ce matin, etc. Et il y a déjà une éducation à ça. C'est-à-dire que la méthode en elle-même, je ne pense pas qu'elle suffise, mais on doit s'y confronter, la comprendre. Il y a des préalables qui vont permettre à un enfant ou à une personne, un adulte, de s'en sortir, d'être capable à un moment de dire mais là, quand il se passe ça, moi, il y a ça qui me traverse. Mais rien que de verbaliser ça, ça veut dire déjà avoir fait du chemin sur je suis capable d'être légitime à prendre la parole, je suis capable de comprendre ce qui se passe en moi, je suis capable de séparer la raison de l'émotion. Et je me demande comment on peut, il y a des pistes, mais comment on peut très jeune doter les enfants, y compris dans le temps d'école formelle, par exemple, parce que les compétences psychosociales, c'est aussi ça, c'est ce que l'on étudie tout au long de notre vie, et c'est ce qu'on n'apprend pas, c'est pas les premiers lieux d'apprentissage. Souvent, c'est important parce que pour avoir un petit garçon de 2 ans et demi, je peux vous dire que j'ai déjà expérimenté le conflit et dès le plus jeune âge, finalement, pour un objet, donc le conflit, il est présent tout le temps. Et c'est aussi votre rôle de parent, d'éducateur sportif, d'éducatrice sportive et d'animateur, animatrice, c'est dans vos animations, dans vos séances, dans vos exercices que vous proposez, vous pouvez, avoir cette attitude et amener les enfants, par exemple, vous voyez, le jeu du citron en animation, vous le faites en réel. J'aurais été dans un autre contexte, là c'était compliqué en 1 heure et en amphi ici aussi, mais j'aurais pu amener tous les ingrédients et un citron, et là on aurait vu ce qui se passait. Et ça, vous pouvez le faire avec les enfants, et après, questionner ce qui se passe, montrer comment ils ont réagi, comment on aurait pu réagir différemment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Donc en fait, c'est aussi dans votre pratique que quand il y a un conflit avec les enfants, souvent moi quand j'étais petite, c'est qui a commencé, ou on repartait vraiment, on essayait de savoir qui avait raison ou tort dans ce conflit d'enfants. En fait, il faudrait peut-être amener les enfants à exprimer ce qu'ils ressentent et quelle est vraiment la problématique, parce que souvent, est-ce que c'est vraiment l'objet, le problème de la situation? Pas toujours. Donc déjà, en offrant cette possibilité aux enfants, dès le plus jeune âge aussi, d'avoir cette pratique d'exprimer leurs émotions et de leur laisser la parole, de pas... souvent, il y a aussi... les enfants, ils parlent, mais on a une représentation d'adultes, les enfants, ils ne doivent pas parler comme ça. Il faut pas... Souvent, les enfants, quand ils expriment un désaccord, l'adulte, il coupe court et il éteint un peu il ne supporte pas. Des fois, j'ai eu des situations où les adultes ne vont pas supporter que l'enfant soit pas en accord avec eux, exprime son désaccord. Ils vont le prendre comme un défi, une méfiance. C'est peut-être aussi se dire, ben non, en fait, il exprime un désaccord, il n'est pas d'accord. Moi, je trouve ça super. Un enfant qui ose faire ça, c'est un enfant qui a confiance en lui. Et un enfant, par contre, qui va être toujours d'accord avec ce que vous dites, qui ne va pas oser exprimer c'est ce qu'il ressent ou ce qu'il pense, c'est un enfant qui va peut-être finir en adulte souvent pris dans des conflits et à s'accommoder, par exemple, ou à fuir. Ou être violent, tout à fait. Parce que ça sera une expression possible pour lui de sa colère, sa frustration. Parce qu'il n'aura pas un autre support d'expression, c'est-à-dire la parole et la communication.
Il y a des cours obligatoires dans les pays nordiques qui ont fait largement leur preuve depuis des années, qui s'appellent les cours d'empathie et qui commencent dès le plus jeune âge. Et on commence à avoir des expérimentations en France, mais malheureusement uniquement dans les établissements privés. Voilà, il faudrait peut-être travailler aussi sur les compétences psychosociales et pas que l'instruction en éducation nationale, mais c'est un long chemin. Oui, encore une fois, il faut que nous, en tant qu'adultes, déjà, on soit formés ou en tout cas sensibilisés à cette méthode empathique, à agir avec empathie, avec bienveillance. Moi, souvent, maintenant, quand j'entends bienveillance, empathie, j'ai l'impression que c'est des gros mots. Les gens ils me disent oh, la bienveillance, parce que ça a été galvaudé, ça a été utilisé à des fins tronquées. Excusez-moi, mais la bienveillance, ça ne peut pas être mauvais. Donc souvent quand j'entends la bienveillance, c'est pas possible, ou c'est bon, il y en a marre de la bienveillance. Ah bon? Donc voilà, apprendre aussi nous à repérer nos émotions, à les exprimer et à exprimer nos besoins et transmettre ça aux enfants. C'est un beau projet. Merci pour votre attention.